Alors, il y a quelques jours, le gouvernement américain, le département de l'agriculture des États-Unis, a décidé de ne pas réguler un nouveau champignon OGM qui ne brunit pas. Et c'est un champignon OGM qui a été obtenu avec la méthode CRISPR-Cas9, qui est une méthode révolutionnaire. Et ça pose énormément de problèmes de bioéthique. Et c'est ce dont on va parler pas mal dans cette vidéo. Mais avant cela, laissez-moi expliquer un petit peu comment fonctionne CRISPR-Cas9, cette technologie révolutionnaire. Avant de parler de CRISPR-Cas9, il faut que je vous parle de l'ADN. Alors l'ADN, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est la molécule du vivant. Elle a une forme assez géométriquement très élégante de double hélice. Et chaque brin d'ADN, chaque morceau d'ADN est ce qu'on appelle une base nucléique. Et on peut la représenter par une lettre. Il y a 4 bases nucléiques différentes, donc on a utilisé 4 lettres pour les représenter. A, T, C et G. Alors il y a un truc qui s'appelle l'ARN qui est un petit peu comme l'ADN. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la différence entre ADN et ARN. Je vais parler assez génériquement d'ADN pour simplifier, alors que parfois ce sera de l'ARN. Si vous voulez plus de précision, hein, je vous invite à aller voir la vidéo de David Wapre sur Science Étonnante. Il y a aussi un super épisode de podcast à ce sujet. Bref, dans le cadre de cette vidéo, ce qui est important à retenir, c'est que notre code génétique, c'est finalement une suite de lettres, une suite de ces 4 lettres. Ça code bien sûr tout l'aspect physique de notre corps, mais aussi des aspects plus comportementaux. Et la méthode CRISPR-Cas9, ce qu'elle permet de faire, c'est d'éditer le code ADN, c'est-à-dire elle est capable en gros de changer la suite des lettres qui composent notre ADN. Et ça, c'est comme assez fou quand on y pense, on est capable d'écrire quasiment le vivant. Donc l'idée de CRISPR-Cas9, c'est d'utiliser un morceau d'ADN. Donc ce morceau d'ADN, il va être un peu spécial. Dans une extrémité, il va y avoir une partie de gène codant pour Cas9, qui va être une protéine, dont on va reparler. Et ensuite, on a un long morceau d'ADN qui est une alternation d'espèces de ponctuations, des ponctuations qui correspondent à une suite précise de lettres, donc qui se trouve être un palindrome, mais je ne rentre pas dans les détails. Et entre deux ponctuations, on a un message. Et ce message-là, c'est l'équivalent de ce qu'on rentre dans le contrôle F, c'est-à-dire que c'est un morceau, une suite de lettres de l'ADN que l'on va chercher à identifier, par exemple dans l'ADN d'une cellule de champignon ou une cellule humaine. Donc c'est la partie que l'on cherche à identifier dans l'ADN que l'on cherche à manipuler. Et ensuite, donc l'ADN CRISPR, ce qu'il va faire, c'est ce morceau-là, il va essayer de se coller à un endroit à un morceau d'ADN qui est identique à lui-même. Et typiquement, ça va être donc les morceaux d'ADN cibles, c'est la partie de morceaux d'ADN qu'on veut identifier, va être du coup collée à ce morceau d'ADN. Et ensuite, les enzymes Cas9 qui ont été produites par la fin de la partie de l'ADN, elles vont venir englober la partie de l'ADN qui a été collée l'un à l'autre. Elle va venir couper, schlac, toute cette partie-là de l'ADN. Du coup, ça va couper en gros l'ADN que l'on cherche à manipuler en 3 parties. Les 2 parties sur les côtés et la partie qu'on cherche à enlever. Et cette partie qui va être enlevée, donc elle va être coupée, elle va être enlevée. Et les 2 autres morceaux d'ADN, de façon naturelle, vont venir se recoller, ce qu'on appelle la recomposition homologue. Alors on peut faire encore mieux que ça, puisque si on veut, on peut même rajouter un autre morceau d'ADN qui va venir s'interposer entre les 2 autres morceaux d'ADN. Et du coup, on va pouvoir insérer, en plus de couper, on va pouvoir insérer un autre morceau d'ADN à l'intérieur du génome de l'ADN que l'on cherche à manipuler. Et cette méthode-là, en gros, elle permet vraiment d'éditer de l'ADN, de quasiment lettre par lettre, choisir ce que l'on veut couper et par quoi on veut le remplacer. Donc CRISPR-Cas9, ça a été inventé il y a quelques années et c'est la révolution, quoi. Ça a complètement changé ce qui est fait dans tous les laboratoires de biologie, enfin surtout de biologie moléculaire à travers le monde. À partir du moment où on va étudier l'effet, par exemple, d'un morceau de gène sur le phénotype, c'est-à-dire les apparences physiques d'un animal ou d'une bactérie, et ben on va faire cette opération CRISPR-Cas9 en enlevant typiquement un bout d'ADN que l'on pense être important et voir ce que ça implique sur l'animal. Et du coup, on va pouvoir inférer par rapport à ça qu'est-ce qui fait quoi à l'intérieur du morceau d'ADN. Et ça peut changer complètement notre compréhension de l'ADN, qui aujourd'hui, il faut quand même le dire, est encore très très limitée. On ne sait pas trop à quoi servent une grosse partie de l'ADN. Il n'y a qu'une poignée de gènes, de fractions d'ADN
dont on comprend à peu près le fonctionnement. Mais bien sûr, au-delà de son application dans la recherche en biologie, CRISPR-Cas9 semble avoir un potentiel d'application énorme en dehors du champ de la recherche, et notamment dans ce qu'on appelle les OGM, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés, notamment à des fins agricoles. Et donc, il y a quelques jours, le département de l'agriculture aux États-Unis a accepté que l'on enlève un bout d'ADN d'un certain champignon qui codait pour une protéine qui brunissait le champignon. Du coup, maintenant, on a des champignons qui brunissent moins et qui peuvent se conserver plus longtemps. Et ça, c'est quand même vraiment cool, quoi. Si on essaie d'oublier un petit peu les trucs des problèmes associés à la bioéthique, juste d'un point de vue ingénierie, c'est vraiment cool qu'on soit capable de créer des champignons qui maintenant ont une plus longue durée de vie, on peut les conserver plus longtemps, juste en enlevant un morceau d'ADN. C'est quand même vraiment classe, quoi. Après, bien sûr, ça pose d'énormes problèmes de bioéthique, puisque là, on est vraiment capable de jouer de façon plus fondamentale qu'avant avec la nature du vivant et son code génétique. Quand même, ça fait peur, quoi. Alors je suis sûr que vous avez déjà plein d'avis sur les OGM, que vous avez un avis même très tranché, vous êtes même ultra partisan peut-être d'un côté plutôt que de l'autre. Et avant de parler vraiment de bioéthique, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est l'effort de réfléchir vraiment aux raisons profondes qui font que vous pensez ce que vous pensez. Et non pas aux raisons logiques qui font que vous pensez ce que vous pensez, mais plus aux raisons sociétales. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense en général vient de l'environnement. Et en fait, moi j'avais un avis tranché, bon, pas hyper tranché, mais assez tranché sur la question il y a un an. Et je me suis rendu compte petit à petit que la raison pour laquelle j'avais l'avis que j'avais était essentiellement due à mon entourage, à tous mes amis, à tous mes professeurs de façon très subtile et parfois inconsciente, parfois sans faire exprès, donnaient leur avis sur leur position et me conduisaient à penser à la même chose qu'eux sans que j'y réfléchisse vraiment. J'ai jamais vraiment pris le temps, avant il y a quelques années, de penser vraiment au rôle que pouvaient jouer les OGM dans notre société et pourquoi ce rôle pouvait être positif ou négatif. Et en fait, depuis que je me suis vraiment plus intéressé à la question, notamment en écoutant ce superbe épisode de Podcast Science, mon opinion et ma ligne éthique ont énormément évolué, hein, un peu dans tous les sens. Et surtout, je me suis rendu compte que tout ce que je pensais avant, c'était pas une opinion réfléchie, j'avais pas pris le temps de réfléchir. Donc ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez avant qu'on avance un peu plus, c'est juste prendre un peu le temps de réfléchir à pourquoi est-ce que je pense ce que je pense, pourquoi est-ce que vous pensez ce que vous pensez, qui je pense est la question la plus intéressante de toutes, quoi. On devrait toujours se demander, mais pourquoi un tel pense ce qu'il pense et pourquoi moi je pense ce que je pense, quoi. Sachant qu'il est peut-être plus facile de commencer par la question pourquoi est-ce qu'un tel pense ce qu'il pense, parce que c'est toujours très difficile de se remettre en cause et de se demander vraiment pourquoi est-ce que je pense ce que je pense. J'aimerais aussi insister sur le fait que je ne suis pas biologiste, je ne suis pas expert en bioéthique. Ce que je veux faire, c'est vous faire réfléchir, hein. C'est pas forcer une opinion, quoi. Vous avez le droit d'être en désaccord sur tout ce que je vais dire, et j'essaierai de bien répondre à chacune des choses, mais c'est un débat, je pense que c'est vraiment un débat qui est ouvert, hein. Personne n'a le monopole de la bioéthique, mais c'est un débat qui doit être bien informé. Et ce que je vais essayer de faire dans la suite, c'est essayer de mettre en perspective les OGM dans un contexte de biologie plus global, de qu'est-ce qui s'est passé en biologie depuis tout ce temps, et ce qui peut se faire d'un point de vue biotechnologique. Donc quels sont les potentiels, les possibilités qu'offre notamment CRISPR-Cas9. Et je vais faire un petit peu de silence dans cette vidéo pour que vous preniez le temps de vraiment réfléchir à pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Donc vraiment une question ultra importante et passionnante. Et, et ça ne se résout pas en 5 secondes. Je vous invite vraiment à poser cette question très régulièrement pendant des semaines, des mois, des années. C'est vraiment la question la plus intéressante de toutes, je pense. Comprendre pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense. Ok, on va passer à la bioéthique et on va voir pourquoi certains arguments classiques anti-OGM ne sont pas si rigoureux que ça. Et enfin,
c'est pas qu'ils sont faux, mais c'est souvent qu'ils sont un peu banco, c'est dit. Le premier argument le plus classique, c'est bien sûr que les OGM, c'est pas naturel. Et il y a pas mal de trucs qui vont pas avec cette phrase, mais pour commencer, on peut dire que les OGM sont ultra naturels. Enfin, le truc le plus naturel qui soit, c'est les OGM, c'est la loi, la théorie de l'évolution de Darwin, le fait que les animaux, quand ils se reproduisent, bah, y a des petites modifications génétiques, il y a des hybridations, il y a des nouvelles formes d'ADN qui apparaissent, et qu'au fur et à mesure, certaines formes d'ADN disparaissent, d'autres apparaissent. Du coup, le monde vivant est constamment en train d'être génétiquement modifié. Hein. C'est la base du vivant, quoi, d'être génétiquement modifié. Alors, mais vous me direz peut-être que les OGM, eux, sont humainement modifiés, sont artificiellement modifiés. Et oui, c'est vrai. Mais il y a plein d'animaux qui sont artificiellement modifiés. C'est ce qu'on appelle la sélection artificielle par opposition à la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est celle qui se passe dans la nature, dans la savane, dans la jungle, ou dans la montagne, ou enfin dans la nature. Alors que la sélection artificielle, c'est celle qui est imposée par l'homme. Et si vous y réfléchissez un petit peu, il y a énormément d'animaux et d'espèces végétales, quasiment toutes, qui sont artificiellement modifiées. Quand on fait de l'agriculture, tout ce qu'on fait, c'est de la sélection artificielle. On choisit les graines qui vont être replantées en fonction de leurs attributs l'année passée, et du coup on sélectionne vraiment ce qui va se reproduire. Donc ça c'est juste de la sélection artificielle, mais parfois on fait aussi de l'hybridation. L'hybridation, mais c'est vraiment, c'est jouer à Dieu quoi. C'est manipuler génétiquement, c'est choisir le gène d'un tel, je vais le mélanger avec un gène d'un tel, on va faire le mélange et puis on voit ce qu'on obtient. Quoi. Ça c'est de l'OGM déjà. Et en faisant ça, on a fait des trucs incroyables. Hein. Si vous y réfléchissez un petit peu, les fruits que l'on a mais sont optimisés pour être mangés. Regardez une banane qu'on a aujourd'hui versus une banane telle qu'on la trouve dans l'état sauvage. Ça n'a juste rien à voir. Et la banane d'aujourd'hui est bien meilleure. Elle a elle a beaucoup plus à manger déjà, et puis plus de bons nutriments, etc. Quoi. Et en fait, depuis 100 000 ans que l'homme s'est sédentarisé et qu'il a fait de l'agriculture et de l'élevage, tout ce qui l'entoure, tout ce qui est autour de lui de façon proche, est artificiellement, génétiquement modifié. On vit entouré d'OGM. L'autre remarque qu'il faut faire sur l'argument selon lequel les OGM ne sont pas naturels, c'est bien sûr que ce qui est naturel n'est pas forcément mieux. Quoi. Il y a plein de trucs naturels qui vous tueraient en un instant. Puis si vous préférez les trucs naturels, allez manger la banane d'antan, quoi, la banane naturelle. Quoi. C'est dégueu, quoi. Il y a des noyaux énormes, il n'y a pas de nutriments. Et en fait, depuis 100 000 ans, grâce à la sélection artificielle, on a une nourriture plus abondante que jamais, de meilleure qualité que jamais, qui permet de nourrir aujourd'hui le monde entier. Quoi. Bon, pas complètement le monde entier, parce qu'il y a encore la faim dans le monde, mais on est capable de produire beaucoup plus à manger qu'il y a 100 ans. Quoi. Dire, il y a 100 ans, il y avait des risques de famine. Quoi. Et il y a 100 000 ans, bien sûr, j'en parle pas. Bref, tout ça pour dire que l'argument les OGM c'est pas naturel, c'est un argument qui est faux sur tous les points. Quoi. Quasiment tous les mots de cette phrase sont problématiques. Alors, un autre argument qui est beaucoup plus recevable, c'est le principe de précaution. Et en effet, quand on met des OGM, des trucs qui n'ont jamais existé avant, ben, on peut se demander si ça va pas faire des maladies qu'on n'a pas vues avant, si ça va pas faire ça va pas tuer toute la biodiversité aux alentours ou des choses dans le genre. Et ça, c'est clairement un problème. Mais ce n'est pas un problème spécifique aux OGM. Aujourd'hui, il y a d'autres techniques comme l'irradiation ou l'hybridation qui créent des nouvelles espèces. Hein. Quand on prend deux espèces différentes et qu'on essaie de les mettre ensemble et de faire un nouveau truc, ça fait une nouvelle espèce. Donc on n'est pas capable d'anticiper les conséquences sur ça. Pire encore, quand on importe une agriculture qui s'est fait à l'autre bout du monde et qu'on l'importe disons en Europe, eh ben, on met en place en Europe toute une nouvelle espèce, tout plein de nouveaux gènes qui n'ont jamais été en Europe et dont on ne connaît pas les interactions, notamment avec l'environnement local ou avec la génétique des personnes qui vivent en Europe. Quoi. Donc, ça se trouve, ce qui a été planté ailleurs est mortel en Europe, on ne sait pas. Quoi. Et en fait, le risque dans ce cas-là peut paraître beaucoup plus grand en fait, qu'avec des OGM, puisqu'avec des OGM, notamment ceux avec la technique CRISPR-Cas9, on est capable de modifier localement uniquement les gènes que l'on veut modifier. Donc on contrôle beaucoup mieux avec CRISPR-Cas9 les modifications génétiques qu'on apporte à une espèce animale ou végétale. En tout cas, beaucoup mieux
que si on faisait de l'hybridation, qui est un truc un peu à l'arrache, on voit ce qui sort, quoi. Je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, un des pires moments, un des moments les plus violents pour la biodiversité, c'était sans doute... bon, il y en a plein, mais par exemple l'introduction de la patate en Europe. La patate, ça n'a jamais existé en Europe. C'était introduit en Europe, ça envahit toute l'Europe. Et puis aujourd'hui, on est content d'en avoir de la patate. Mais à l'époque, c'était un risque énorme, quoi. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est qu'on prend des risques. On a pris des risques. On prend constamment des risques. Mais ces risques, en fait, sont pas si grands que ça. Et le risque des OGM, surtout si on fait du CRISPR-Cas9, c'est-à-dire qu'on on sait exactement ce qu'on fait, quelles sont les modifications qu'on apporte à l'ADN, ben le risque est alors beaucoup plus contrôlé que des risques que l'on a pris dans le passé. On dit parfois que les OGM c'est bien, mais il faut super bien les contrôler. Et les OGM sont super bien contrôlés, surtout en Europe. En Europe, on est super, enfin il y a tellement une opinion anti-OGM qu'on est maintenant super attentif à tout nouveau OGM en Europe et qu'on fait énormément de tests, des tests que des méthodes d'hybridation ou des autres méthodes plus classiques ne passeraient pas. Bref, tout ça pour dire que l'argument principe de précaution, il est tenable, mais il n'est pas plus tenable, il est en fait beaucoup moins tenable pour les OGM que pour plein d'autres méthodes classiques d'agriculture qu'on a utilisées depuis 100 000 ans. Le troisième argument, c'est que utiliser des OGM, ça pourrit le sol parce qu'on utilise plus de pesticides. Et ça, c'est mal comprendre les OGM, parce que ça, c'est l'argument, il est totalement recevable, il est totalement vrai même, pour certains OGM. Ces OGM-là, ils sont associés aussi à Monsanto, sur lequel il y a eu pas mal de documentaires. Et il y a un amalgame aussi entre Monsanto et les OGM, mais Monsanto n'est pas les OGM, hein. Monsanto fait autre chose que les OGM, notamment des herbicides et des pesticides. Et puis il y a des OGM qui ne sont pas produits par Monsanto. D'ailleurs, Monsanto n'est pas le seul producteur d'OGM. Mais pour en revenir aux pesticides, oui, certains OGM ont conduit à l'utilisation de plus de pesticides, c'était très 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 mal. Mais il y a d'autres OGM qui sont bien plus adaptés pour le problème des pesticides. Par exemple, il y a certains OGM dans lesquels on inclut dans l'ADN de la plante un fragment de gène qui permet de coder de produire des insecticides ou des pesticides. Et à ce moment-là, on peut contrôler beaucoup mieux la quantité de pesticides qu'il y aura dans la plante et s'assurer qu'on soit capable déjà de mettre le pesticide uniquement à l'intérieur de la plante, hein, et pas partout dans le sol et partout. Et ensuite, on sera capable comme ce sera bien localisé, on sera capable d'en mettre beaucoup moins, ce qui rendra la nourriture beaucoup plus saine. Donc en fait, c'est possible de faire de la nourriture plus saine que la nourriture bio, ou que la nourriture, en tout cas celle qui utilise des pesticides, en utilisant les bons OGM, quoi. Techniquement c'est possible, quoi. Je veux dire, c'est peut-être pas ce qui est fait, notamment par certaines entreprises, mais techniquement c'est possible de faire des OGM qui soient mieux, en plein de sens, en termes de productivité, en termes de résistance aux pestes et aux insectes, en termes de consommation d'eau nécessaire, en termes de production de vitamines à l'intérieur de la plante. On est capable, avec les OGM, d'optimiser un peu plus les plantes et ce que l'on produit. Enfin, un quatrième argument anti-OGM, qui est l'argument anticapitaliste. Souvent, quand on parle d'OGM, on associe les OGM aux grandes entreprises. Et ça, c'est carrément un problème. Ça, je suis d'accord pour dire que c'est un problème, mais c'est un problème d'aujourd'hui, quoi. C'est un problème sur la manière dont les OGM sont utilisés par l'industrie. L'avantage vraiment incroyable de CRISPR-Cas9, c'est que c'est rapide et pas cher. Du coup, on peut faire maintenant de la manipulation génétique à très faible coût. Et ça veut dire qu'on va être capable d'explorer les possibilités génétiques beaucoup plus rapidement et à bien plus faible coût, si bien que les OGM du futur, sans doute leur prix va baisser, va avoir plus de compétition, et à la limite le problème ce sera plus de comment réussir à contrôler toute cette quantité de OGM différents. Je pense que le vrai débat bioéthique sur les OGM, ça doit être ça, c'est plus comment bien contrôler notamment la possible multitude des OGM possibles, qui va sans doute arriver maintenant qu'on a CRISPR-Cas9. Alors moi, bien sûr, de façon idéale, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait typiquement pas de brevetisation des espèces, hein, des génomes des espèces, et que tout soit beaucoup plus open source, et qu'on puisse fabriquer de façon un peu collaborative des semences, enfin en tout cas des séquences d'ADN de semences qu'on pourra ensuite mettre en place à grande échelle dans l'agriculture, et ce de façon open source, de façon facilement accessible. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable en vrai, mais peut-être que le lobby devrait être plus là, enfin, je ne sais pas. Bref, ce que j'ai envie de dire aux anticapitalistes,
c'est que si on fait mieux la recherche et plus de recherche sur les OGM, eh bien, les coûts vont pouvoir chuter et il sera peut-être possible d'avoir plus facilement moins de grosses entreprises et des trucs plus indépendants, plus peut-être même gouvernementaux, qui seront capables de mieux gérer la production ou la synthèse des nouveaux OGM. Donc globalement, les OGM, bon, il y a des dangers quand même, hein. Il y a des dangers, c'est indéniable. Ils sont peut-être pas aussi grands que ceux que l'on peut prétendre parfois dans la presse, mais ils sont quand même présents. Et si beaucoup de scientifiques sont à fond derrière les OGM, notamment très contents de la décision du département d'agriculture américain, c'est parce qu'ils y voient énormément de potentiel sur les OGM. Et c'est important d'insister sur le potentiel des OGM. Donc, par exemple, il y avait le coup du riz doré aux Philippines qui proposait d'ajouter un morceau d'ADN qui codait pour la vitamine A et de mettre ça dans les plantations de riz aux Philippines parce qu'il y avait énormément de carences en vitamine A et des gros problèmes de santé aux Philippines à cause de cette carence en vitamine A. Et donc inclure le riz doré à l'intérieur de ce riz aurait pu ne quasiment pas affecter, ou ouais, on va dire quasiment pas affecter les productions locales de riz, mais d'ajouter dans cette production locale cette vitamine qui pourrait sauver des vies, beaucoup de vies. Donc beaucoup voient dans les OGM cette possibilité, cette capacité à sauver des vies. En fait, si on fait de meilleurs OGM et qu'on régule bien les OGM, on serait peut-être capable d'avoir des champs agricoles qui sont beaucoup plus rentables, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productifs, qui produisent en plus de la nourriture de meilleure qualité, c'est-à-dire vraiment avec les vitamines que l'on veut, et qui peut possiblement aussi consommera moins d'eau et de pesticides. Et du coup, on sera peut-être capable, avec de la recherche notamment sur les OGM, hein, faut plus de recherche et être capable de produire toujours de meilleurs OGM, mais on serait capable peut-être de faire de l'agriculture bien meilleure sur tous les points de vue, qui soit peut-être aussi d'ailleurs plus compatible avec la biodiversité. Parce que un des gros problèmes de la biodiversité, en fait, c'est vraiment l'agriculture. C'est vraiment l'agriculture, et plus exactement la monoculture, qui fait que on impose à la nature une certaine variété unique et que les espèces qui ne sont pas adaptées à cette variété unique, bah, les espèces, enfin déjà celles qui sont fait raser par les forêts qu'on a rasées, puis celles qui ne sont pas adaptées à cette monoculture, à cette variété unique de culture, elles vont disparaître. Donc le gros problème avec la biodiversité, c'est plus l'agriculture. Et peut-être qu'avec des bons OGM, il serait possible d'avoir des cultures qui soient plus variées en un certain sens et ainsi permettre une meilleure biodiversité. Alors ce que je dis là, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il existe la technologie pour le faire, mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que s'il y a encore plus de recherches sur ça, et notamment avec CRISPR-Cas9 qui va accélérer la recherche dans ce domaine, on ne connaît pas tout le potentiel que pourrait avoir l'utilisation des OGM. Et en tout cas, ce potentiel-là est impossible à réfuter aujourd'hui. Et si on fait de la recherche sur les OGM, c'est-à-dire si on investit sur les OGM, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui en Europe, peut-être qu'on arrivera à résoudre des problèmes comme la biodiversité, enfin, peut-être pas la résoudre, mais aller en tout cas dans le sens d'une meilleure biodiversité à l'aide des OGM. En gros, il n'y a pas de raison d'opposer a priori OGM et biodiversité. Bref, pour finir cette vidéo, j'aimerais vraiment insister sur le potentiel que pourraient avoir les OGM et CRISPR-Cas9. Si on l'utilise bien sûr à bon escient, ça pourrait vraiment sauver la faim dans le monde, en tout cas augmenter vraiment la rentabilité, la qualité de vie de tellement de gens, résoudre la faim dans le monde, résoudre aussi des maladies. J'en ai pas parlé, mais avec CRISPR-Cas9 et les manipulations génétiques, il y a tout un projet qui a été mis en place pour exterminer les moustiques et ainsi exterminer la malaria, le paludisme c'est la même chose, qui aujourd'hui tue des centaines de milliers de personnes dans le monde. Donc avec CRISPR-Cas9, et bon, il y a d'autres problèmes en jeu bien sûr, mais avec CRISPR-Cas9, on pourrait résoudre des problèmes qui semblent insolubles aujourd'hui, comme par exemple éradiquer la malaria et sauver des millions de vies. Hein, c'est des centaines de milliers par an, 200 000 par an, au bout de 5 ans, ça fait des millions de vies avec la manipulation génétique. J'ai presque envie de poser le problème à l'inverse, c'est que sachant qu'on pourrait sauver des millions de vies, est-ce qu'il est éthique de ne pas utiliser la manipulation génétique pour sauver ces millions de vies?
il y a aussi les propositions d'utiliser la modification génétique pour changer l'ADN de certains embryons et par exemple, et donc soigner à l'état embryonnaire des maladies génétiques. Ce qui, ce qui, ce qui est un truc incroyable, quoi. Ça pourrait quand même bien améliorer la vie des gens qui du coup ne seraient pas malades de certaines maladies. Mais à l'inverse, là on est quand même tout près aussi de la manipulation génétique à outrance de l'espèce humaine et de quasiment créer des espèces surhumaines sur mesure. C'est un problème d'éthique compliqué. Là, pour le coup, j'ai aucune opinion. Bref, c'est un débat. Bref, c'est un débat très complexe, très compliqué. Le niveau technologique que l'on a et notre compréhension aussi du contexte biologique dans lequel on est sont indispensables pour se faire une bonne idée de quelle est la bonne ligne éthique qu'il faudrait peut-être avoir sur ce genre de problème. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup trop d'opinions qui sont faites sans prise en compte, notamment des avancées biotechnologiques de ces dernières années. Et je vous invite vraiment, après avoir vu cette vidéo notamment, à en parler avec vos amis, essayer d'avoir un débat. Et si vos amis sont pro-OGM, essayez d'être anti-OGM. Et s'ils sont anti-OGM, essayez d'être pro-OGM. Vraiment peser le pour et le contre. Vraiment créer un débat. Je vous invite à faire ça avec vos amis, votre famille, mais aussi dans les commentaires de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez des OGM. J'essaierai aussi d'animer un peu les débats, de répondre à vos questions. Je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo de David Loapre pour voir notamment la technique CRISPR. Et je vous invite aussi à aller écouter cet épisode de Podcast Science qui a énormément remis en cause tous les préjugés que j'avais sur les OGM.